Si vous écoutez Burger Tech, c'est 5 étoiles sur iTunes. Vous écoutez Burger Tech. C'est quoi le code pour les toilettes? L'information chaude servie rapidement par John et Punch. Nous sommes le 170e jour de l'année. Et dans 30 jours, c'est le 27 juillet 2018. Oh yeah! Quel est le cri de la fourmi? Elle gronde! Oui, parce que la fourmi gronde. Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de Burger Tech. On perd pas les habitudes. Un morceau de news, une tranche de high-tech et quelques dés de What the fuck. Mi-chemin entre l'humour et le journalisme, Burger Tech, c'est le grand écart, le cul entre deux chaises, qui traite de l'actualité tech avec quelques dés de What the fuck. Accompagné de mon pote Gaëtan, c'est lui là, le chroniqueur qui découvre les news au moment de les lire. Salut Gaëtan. Salut Cédric. Donc moi c'est Cédric et je vous souhaite également la bienvenue. On part tout de suite à la découverte de nouvelles news tech, informatique, conquête spatiale, tech dans la vie quotidienne ou informations complètement improbables. C'est parti tout de suite déjà avec le service conso, si tu veux bien Gaëtan. Bien sûr, le service conso c'est quoi? C'est tout simplement en fait le suivi de nos auditeurs et nos youtubeurs, mais il n'y en a pas beaucoup pour l'instant en vidéo, qui vont nous laisser des commentaires, qui vont nous suivre sur Twitter, qui vont nous laisser des étoiles sur iTunes, qui vont parler de nous, qui vont réagir à nos news. Bref, c'est notre communauté et on les adore. Et oui, et pour ce numéro 30 de Burger Tech, on va un petit peu faire le point. Ça va être notre espèce d'assemblée générale de Burger Tech. Burger Tech, ça a été lancé au mois de février de cette année, 2018, avec mon pote Gaëtan. On a commencé à faire notre podcast avec le numéro 0, celui qui normalement n'aurait jamais dû sortir. On l'a quand même fait parce qu'on était fiers de nous. Et vous nous avez fait confiance. Vous, c'est les 59 abonnés sur Podcast Addict. Donc, merci. C'est 53 abonnés Twitter, merci. Les 20 upvotes sur Podmaster et forcément les 10 étoiles sur iTunes et je crois les 6 commentaires, c'est ça? Non, il y a 9 commentaires sur iTunes. 9. Ah, 9 commentaires. Donc merci à vous tous et merci bien sûr aux nouveaux auditeurs sur YouTube. Donc en fait, il y a 9 commentateurs sur iTunes qui sont eux-mêmes les 9 votants sur iTunes, qui sont les mêmes personnes qui nous suivent sur Twitter, qui sont eux-mêmes les mêmes personnes qui nous regardent sur YouTube, qui sont eux-mêmes les membres de notre famille tout simplement. Donc merci encore, ça fait toujours plaisir. Oui, ça fait plaisir d'avoir un retour. Notre seule mesure d'audience, c'est celle-ci, c'est vos retours, même s'ils sont négatifs, ça fait toujours du bien de le prendre. Il sera de peut-être s'ajuster un peu. Enfin voilà, quand quelqu'un fait une connerie, on leur dit. Donc merci. Et sachez que ces personnes-là, enfin même les 59 personnes au global, si on fait très large, qui nous écoutent, qui nous regardent et qui nous commentent, on vous remercie et sachez que vous êtes les premiers, vous êtes les fondateurs de cette communauté. Et peut-être qu'un jour, qui sait, quand on rachètera TF1, vous serez les bienvenus pour l'émission Collector. Vous serez VIP chez TF1. VIP Jean-Pierre Foucault avec son truc, c'est tout sec. Bon bref. Et Miss France, vous serez là aussi. Bon voilà. Ah oui, on aura un invité surprise chaque numéro. Ah ça, ce sera génial. Vu bon, cette époque. Ça c'est pas la même. Bon, promis, on n'invitera pas Hanouna. Ouais, revenons aux news et attaquons directement dans le vif du sujet. Cédric, je te laisse attaquer tes news. Ah, attaquons tout de suite. Alors, je vais vous parler d'une crypto-monnaie qui a existé, il y a très longtemps. Le Bitcoin. Vous vous en souvenez peut-être plus. Aujourd'hui, le Bitcoin est valorisé, à 5281 euros. Oui, les euros, ça existe encore. Donc, l'intérêt du recherche du mot Bitcoin dans Google a atteint son apogée le 17 décembre 2017. Bah oui, c'est à ce moment-là où il a atteint une valeur, mais vraiment extrêmement haute. On parlait de 20 000 $. Il était à combien à peu près, en mois de décembre, le Bitcoin? 20 000 $, je crois. Il y avait un truc comme ça. Ouais, donc 18 000 euros, quoi. Oui. Ouais. Voilà. Bon. C'est là où on a acheté? Pardon, je vais mourir.
Bon, ouais, non, forcément, mal, hein. tout le monde s'est précipité parce que tout le monde avait dit, mais ça pouvait encore être multiplié par 1000. Bon, bref, j'attends toujours la multiplication. Mais ils ont pas dit quand. Aujourd'hui, je suis obligé de faire la manche pour demander des abonnés, tu vois où j'en suis? C'est ridicule. Bon, les requêtes et sujets associés au mot Bitcoin à l'époque étaient associés à Nabila. Pourquoi pas? Si, rappelez-vous, elle avait encouragé tout le monde à investir dans le Bitcoin. Elle aurait dû se la fermer. T'as vite Nabila à manger, c'est tout. Elle aurait dû se la fermer. Et l'oubroie est passé, forcément. Et aujourd'hui, nous sommes dans un marché de dépression. Et le cours du Bitcoin chute inlassablement. Et l'intérêt des gens pour celui-ci également. Donc voilà. Une question, passe. Le Bitcoin maintenant à 5000... il y a combien? 5200 € à peu près, c'est ça, tu as dit? 5280, ouais. Il est associé à qui maintenant? Il est quoi? Il est associé à quelle personnalité? Ah, j'ai pas vu là actuellement. Alain j'ai pas vu. Ou Donald Trump. Ouais, sa cote de popularité aussi a chuté. Ouais. Bon. Ok. Bon, ceci dit, il reste quand même un peu plus élevé. Enfin, il reste beaucoup plus élevé qu'il n'était au même. Enfin, le cours du Bitcoin est plus élevé aujourd'hui qu'il ne l'était il y a un an, à la même époque. Ouais, mais il continue à chuter. Ouais, mais il est quand même plus élevé. Oui, mais il peut encore chuter. Ouais, mais il est quand même plus élevé. D'accord, ok. Allez, next. Next. Je vais attaquer par quoi? Je vais attaquer par un petit... Allez, on va attaquer directement par Ikea. Ouais, tiens, what the fuck. Ikea, directement. Bon, Ikea, tout le monde connaît la marque Ikea. Ikea. Donc c'est la marque qui vend des biscuits suédois. Non, absolument pas qui vend des meubles. Ah ouais, où il y avait du caca de chien aussi. C'est ça, du caca de chien dans les... Non, du caca de chien d'élan, je crois, dans les tartes. Qu'est-ce que c'est connerie? Non, tu te souviens plus? Oh, c'était un scandale qui avait eu lieu il y a, je crois, 4 ou 5 ans, où ils avaient retrouvé des matières fécales dans les gâteaux vendus par Ikea. C'est, voilà. Bah t'es sûr de ça? Attention. Ah bah, maintenant, allez. Attention, on a pignon public, on a pignon sur rue, pignon public, n'importe quoi. On a pignon sur rue, ce que t'annonces, il faut l'étayer, mon cher Cédric. Parce que les gâteaux, je les ai achetés à 5 ans, depuis... Ceci peut expliquer cela. Ceci peut expliquer cela. Oui, mais c'est pas les dents. Bon, bref. Ikea font principalement, en dehors des gâteaux préférés de Cédric, ils font également des meubles. Et puis Ikea, depuis un moment, si vous suivez BurgerTech, vous savez qu'ils s'ouvrent un petit peu à d'autres technologies, puisqu'ils ont lancé des ampoules connectées compatibles Philips Hue, qui vont lancer prochainement des enceintes connectées compatibles, enfin, sur le protocole Sonos. Et donc leur prochaine déclinaison, leur prochaine Lubie, Obi-Wan. C'est ça. Et ce sera Kenobi. Non, plus sérieusement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, ils se lancent dans le design d'appareils, ou du moins de mobilier, pour l'espace. Pour l'espace? Pour l'espace. C'est-à-dire, explique, je comprends pas. Bon, en fait, ils sont en train de travailler avec la NASA, en collaboration avec la NASA, pour imaginer des gammes de produits censés pallier certaines problématiques inhérentes à la vie urbaine dans les lieux exigus tels que les stations spatiales ou les modules lunaires ou les modules martiaux ou les modules. Donc ils se sont associés à Musk? Non, juste avec la NASA. Non, si, ils se sont associés avec Musk qui veut conquérir Mars. Non. Pour l'instant, ils disent, Cédric, quand tu vas prendre ta caravane pour aller dans l'espace, on a une solution pour toi, pour aménager ta cuisine, ton showroom, etc. Bon, bref. L'idée. Donc là, autant les enceintes connectées, les ampoules, c'est du concret, autant un mobilier optimisé pour la conquête spatiale. C'est l'avenir. Ouais, c'est plutôt un coup de design. C'est peut-être fondé sur des réels retours d'expérience des spationautes qui ont été dans l'espace. Mais je suis pas certain que monsieur et madame Michou... Auprès de qui ils ont fait leur sondage? Franchement, c'est soit des mecs bourrés, soit des allumés, mais bon, c'est pas possible. En collaboration avec la NASA. Ouais, donc c'est NASA. Allez, next. Non, c'est du what the fuck. Attends, je termine. Tu permets de terminer quand même?
Donc l'idée c'est d'optimiser des tubes de différentes longueurs, c'est de construire en fait des objets plus ou moins mobiles ou modulables plutôt par rapport en fait à des longueurs de tubes. C'est un peu le principe des Lego. Et derrière ça, ils veulent en fait adapter quatre espaces que sont le temps, l'espace, l'eau et l'air. Les éléments. Voilà. Donc en fait, Il manque le feu. Ikea se lance dans la drogue. Ah bien, bravo, j'ai dit bravo. Merci. Bravo. Voilà, c'est pour commencer par du what the fuck, du n'importe quoi. Allez, vas-y. Allez, c'est parti pour la suite. La suite, je vais te parler de quoi? Je sais pas de quoi je vais vous parler. Tu me l'avais pas faite celle-là. Je vais vous parler de la faille. Mais non, tiens, j'ai retrouvé la news concernant Ikea. Donc c'était en 2013, en mars 2013, le Parisien nous annonçait que Ikea avait de la matière fécale dans des chocolats. Voilà. Mais c'est pas high-tech, on s'en fout. Mais on s'en fout. Mais si, c'était 23 pays qui étaient concernés par ce retrait. Ikea n'a pas été en mesure de fournir la liste des pays, mais le directeur d'Ikea Food en France a assuré ce mardi qu'il n'y avait aucun magasin et restaurant qui avait les lots de gâteaux actuellement vendus qui étaient contaminés par de la matière fécale. Voilà, donc c'était en 2013. 23 pays concernés. Oui. Donc il y a un chien qui a chié pour 23 pays. Voilà. Il devait faire la grosse commission. Non mais... Donc c'est pour ça que ta news, elle est toujours... Faut toujours prendre en considération ces news. T'as pas un chien... Ou alors oui... Bon bref, bon allez. C'est pas tech, on s'en fout ton truc. Pour une vraie news, s'il te plaît, enchaîne sur une vraie news, s'il te plaît, Cédric. Allez, c'est en fouillant dans les fonctionnalités de Windows 10 que le chercheur en sécurité Matt Nelson est récemment tombé sur une trouvaille intéressante dans Windows, à savoir le fichier d'un format. Ou le format plutôt d'un fichier. Ouais, plutôt, ouais. Si vous saviez à quelle heure on enregistre ce Burger Tech. Ouais. Au bout de combien de fois surtout on enregistre? Bon, bref, on enchaîne. Donc, je disais... Le jour se lève. C'est vrai. Bon, le format donc du fichier setting contents-ms peut être exécuté à distance. Cela veut dire quoi? Le chercheur a essayé d'exécuter le lancement de la calculatrice par un simple clic sur un site internet et il a réussi. Pire encore, il a essayé d'incorporer ça dans une macro de la suite Office et devinez ce qui s'est passé? Il a réussi à ouvrir la calculatrice depuis Office. Concrètement, Microsoft fait une liste en fait de fichiers qui ne peuvent pas être exécutés à distance ou qui ne peuvent pas être exécutés depuis une macro et ils ont allègrement oublié ce nouveau format parce que c'était un nouveau format qui vient d'apparaître avec Windows 10. Alors est-ce que c'est volontaire ou pas? Ben en fait Matt Nelson a essayé de contacter Microsoft et leur a dit coucou, j'ai peut-être trouvé une faille. Et il a pas dit peut-être, oui, coucou. Il a pas dit peut-être, il a dit j'ai trouvé une faille. Et Microsoft lui a dit, t'es gentil Coco, tu vas rejouer avec tes billes, mais ce n'est pas une faille. Donc quel est le message derrière ça? Bon, non, on suppose que Microsoft va gentiment compléter sa liste de fichiers à ne pas exécuter à distance et Nelson, lui, ne sera pas rémunéré pour cette découverte. Donc, prochaine fois, Nelson, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contacter les hackers en disant, les gars, j'ai une super faille pour Microsoft, vous me payez combien? Ça peut être cette dérive. Ah ouais, parce que vu qu'il y a des sociétés, enfin des bug bounty, les fameux bug bounty, ou même des sociétés qui ont pignon sur rue, telles que Google, Apple, etc., qui en fait rémunèrent les découvreurs, les faillistes. Ah, les faillistes, c'est bon ça. Bon bref, les personnes qui trouvent une faille dans le système d'exploitation, qui signalent aux développeurs, eh ben ils sont rémunérés. Le mec qui a appelé, qui a envoyé un SMS ou je sais pas ce qu'il a fait à Microsoft, le mec il a dit t'es gentil, rentre chez toi. La prochaine fois il va pas se faire chier et puis il va directement envoyer aux mauvaises personnes. Donc je pense que c'est pas un bon signal pour les grosses sociétés parce que comme Microsoft fait partie des GAFAM, enfin c'est pas que les GAFAM. Waouh, t'as placé le mot GAFAM, félicitations. Ouais, GAFAM. Non, c'est pas que GAFAM soit ils ont une responsabilité quelle qu'elle soit, mais c'est comme Microsoft, c'est comme une très grosse société
internationale de l'informatique. Et ce type de comportement peut à un moment donné, le prochain qui va trouver une faille sur Microsoft va les contacter tout simplement. C'est ce que dit Damien Bancal du site Zataz, qui est également un lanceur d'alerte. Zataz, bah oui, forcément. Zataz Ibrahimovic. Qui est un lanceur d'alerte sur les failles et trous de sécurité de divers sites, logiciels, etc. Et il dit que il est sollicité assez régulièrement pour justement pour pouvoir communiquer à des sociétés extérieures les failles qu'il pourrait trouver sur certains sites. Très bien. Et suite à ça, donc très bien, mais merci Zlatuz. Bon bref, c'est une vraie faille et puis les mecs ils prennent ça à la légère. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses. Tiens, je vais rester sur tes failles. Tu permets ? Je t'en prie. On a le 25 mai dernier en France inauguré une nouvelle norme, une nouvelle législation concernant les, comment ça s'appelle ? Le règlement général de la protection des données. Ouais, excuse-moi, je suis en train de lire un tweet en même temps. Suite à ce que il découvre sa news. Non. C'est une news. Non, c'est un tweet. Bref, je mélange le truc. Bon, je recommence. Donc, le 25 mai, on a lancé la RGPD en France, qui est la réglementation générale des protections des données, et qui, en gros, pour simplifier fortement, incite les sites, enfin, qui oblige les sites qui récupèrent vos données de dire ce qu'ils font de vos données. Récupère votre adresse mail, votre numéro de téléphone, le truc. Puis on a reçu des tas de mails en disant coucou, vous êtes inscrit à notre newsletter. Alors toi, est-ce que vous voulez continuer à rester ? C'est ça. Et puis là, tu fais non, j'ai jamais été inscrit à votre newsletter. Là, vous faites supprimer et vous avez moins de newsletters. D'un coup, vous simplifiez un peu vos mails. Bon. Ça c'était fin mai, c'était la mode. L'événement tech du moment. Législatech du moment. Législatech. Alors, attends que je vous ai dit ça, il y a un deuxième truc qui concerne. Donc, je fais suite à la news précédente de Cédric concernant les failles. Il existe une pratique régulière de piratage contre argent qui est le ransomware. C'est quoi ? Yes. C'est en gros, un individu tiers rentre dans votre ordinateur et va encrypter ou du moins chiffrer vos données. Vous n'avez plus accès à vos données parce qu'il y a besoin d'un mot de passe pour rentrer dedans. Et il va vous dire, mon cher ami, si tu souhaites récupérer tes données avec les belles photos de vacances, il faudra que tu me payes tant pour que je puisse te donner la clé qui te permettra de nouveau récupérer tes données, à les déchiffrer et afin de nouveau bénéficier de l'excellence de votre contenu de ton ordinateur. Je le fais bien, hein ? Oui, et surtout qu'il faut savoir que la plupart de ces ransomware, si vous vous mettiez à les payer pour récupérer vos données, en fait c'était pour pouvoir obtenir la clé de déchiffrage, généralement, si vous receviez un mail, c'était le meilleur des cas, et généralement ce mail contenait une clé qui ne permettait pas de déchiffrer vos données. Donc concrètement, vous faisiez avoir sur toute la ligne. Peut-être, il y avait le petit bonus, c'était dire, oui, on a bien reçu votre paiement, mais en fait, si vous voulez vraiment avoir la clé, il faut peut-être rallonger un petit peu. Voilà. Et ce ransomware a un nom. C'est le ransomware dans le cul Lulu. Bon. Alors, t'es pas gentil avec mon cousin Lulu. il me parle de RGPD, il me parle de ransomware, qu'est-ce qu'il me raconte ? Eh bien, en fait, tout simplement, suite à la RGPD, le ransomware s'est transformé. C'est-à-dire que maintenant, les hackers rentrent dans votre système, alors dans le système, non pas votre ordinateur personnel à vous, mais plus dans des serveurs qui ont accès, qui ont pignon sur rue. Ils s'en foutent de la cible. Franchement, ils s'en foutent royalement. Eux, ce qui les intéresse, c'est que ça se diffuse et ça se propage le plus facilement possible. Ouais, c'est vraiment pas ciblé, ouais. Oui, parce qu'en fait, ça marche avec monsieur et madame Michou aussi. Donc, ils rentrent dans votre ordinateur, ils disent, voilà, monsieur, madame, on a accès à vos données, on va les diffuser sur Internet. Et si on les diffuse telles quelles, vous serez coupable d'infraction à la RGPD. Donc si vous voulez pas qu'on le fasse, payez-nous. Alors, ne vous inquiétez pas, parce que déjà, le petit malin, il s'est pas bien renseigné sur la législation, mais toute intrusion sur un système informatique, même si la porte était grande ouverte,
est strictement interdit et puni par la loi. Donc même si le mot de passe et le login est admin, vous n'avez pas le droit de rentrer si vous n'y êtes pas invité. Donc le petit malin là qui vous dit on va vous mettre sous le coup de la RGPD, déjà lui il s'est mis sous le coup de l'infraction de intrusion dans un système informatique n'ayant pas étant invité. Sachant qu'en fait le mail type que vous recevez c'est dernier appel avec le logo de la CNIL en disant on vous invite à appeler un numéro de téléphone pour facturer la fausse mise en conformité du règlement européen. Ouais, c'est en gros tant qu'à faire. Ouais, la CNIL, l'URSSAF, la gendarmerie, l'Élysée, allez Macron. Comme ça, vous serez en conformité avec la législation européenne, bien sûr. Donc, faites gaffe à ça. C'est le truc du moment. Cédric, à toi. Bien. À moi, mais tant que t'as payé ça, tu peux. Attends, bouge pas. Je rentre le dernier numéro de la carte bleue, hein. Parce que je crois que t'as des problèmes pour récolter les RIB et les numéros de carte bleue des clients. Allez, je vais faire une news what the fuck et j'ai pensé à toi avec cette news. Et en plus, j'en ai plein ce soir, moi. Des what the fuck, j'en ai plein. T'en as plein, on va continuer là-dessus. En fait, il faut savoir qu'il y a une célèbre chaîne de diffuseurs de vidéos qui va ajouter des sous-titres à ses vidéos pour les sourds et malentendants. YouTube? Non. Pornhub. Oh putain. Est-ce que ça rend sourd? J'ai besoin de détailler ou c'est bon? J'ai fait ma news. C'est bon. Ok, next. Mais c'est une vraie news, hein. C'est vraiment une vraie news. Alors, je vais enchaîner sur quoi? Tiens, on va essayer dans le même contexte. On va parler de Barbie, la poupée Barbie. Non, c'est un peu c'est un petit raccourci. Excusez-moi. Donc Mattel dévoile un nouveau modèle de sa poupée Barbie. Donc la poupée Barbie, c'est une poupée qui existe depuis maintenant. Tiens, combien de temps, Cédric? La poupée Barbie, c'est la poupée Kirik en... Ouais, d'accord, on s'en fout, mais c'est combien de temps qu'elle existe? Je crois qu'elle a 50 ans, je crois. 59 ans. 59, d'accord. Elle est bien conservée, hein. Ouais, comme quoi, mieux que les frères Bogdanov. Donc... ouais, c'est facile, ça. Bon, donc Barbie, en fait, ils font un nouveau modèle de Barbie, qui est la Barbie ingénieur robotique. Ou chercheur en intelligence artificielle aussi, pourquoi pas. Elle a quoi de plus alors par rapport à la Barbie Malibu? Donc elle est... C'est mort de rire. Ouais, bon bref, elle est un partenaire entre le géant du jouet américain Mattel et une plateforme d'initiation au codage informatique. Donc en dehors de faire du pognon, Mattel dit que surtout Mattel veut susciter des vocations et encourager les petites filles à s'intéresser aux emplois spécifiques de l'ingénierie robotique. Attends, alors, mis à part que ce soit marqué en gros sur le packaging ingénieur informatique, elle a de quoi? Elle a quoi de plus cette poupée? Quand je compare Malibu et l'autre là, elle a quoi de plus ou de moins d'ailleurs? Elle a des lunettes et des boutons. Oh punaise, le cliché. Non, c'est bon. Non mais c'est du n'importe quoi. Enfin bref, c'est juste du what the fuck complètement débile. Mais sans déconner, t'imagines? La Barbie ingénieur robotique. Et pourquoi pas le Ken quoi? Le survivant? Ou le Ken gay, ou la Barbie LGBT, enfin voilà. Mais ça, je crois que ça existe déjà, mais c'est encore ça autre chose. Ah merde. Non mais, dire ouvrir à un moment donné aux sociétés le fait que la sexualité... Là, c'est vrai que je vais te reprendre, tu dérives. Non mais, c'est pas ça, c'est le fait d'un moment donné de dire j'ai besoin de lancer une Barbie, un jouet estampillé ingénieur robotique. Ingénieur robotique. Et pourquoi pas dentiste spécialiste des molaires du fond? Enfin, bon, c'est... Je me demande ce qui s'est passé en réunion de lancement, franchement. Les gars, j'ai une nouvelle poupée Barbie. On lui donne quoi comme nom? Attends, je reprends un rail de coq. Robotique. Bon, voilà. C'était du what the fuck. Bien comme on l'aime. À toi, Cédric.
Ah moi ouais, mais j'étais en train de lire une news qui n'est pas intéressante. J'avais lu que Comme TF1 a d'hab. signé encore Canal+ en justice pour la reprise des chaînes j'avais- LCI, etc. sur le bouquet Canal+. Si, Ouais, c'est bien mais- ça. C'est bien. Bah écoute, tu la détailleras parce que je vois pas comment la détailler. Ça me. Non mais je rebondis dessus. Donc TF1 attaque Canal+, parce que Canal+ diffuse dans ses applications des chaînes de TF1, du groupe TF1. Pardon, Oui, du groupe LCI TF1, Co, là, TMC, machin, ouais. en disant, t'as pas le droit de faire ça. Que Bah font si, les c'est chaînes la reprise aujourd'hui du signal TNT. Que font les chaînes aujourd'hui? Elles essaient de lutter par rapport à ce qu'on a dit dans les précédents épisodes, avec leur super... c'est quoi le service qu'ils vont s'appeler là? Non. Pour leur truc d'Eric... leur service d'Eric Streaming. Donc en fait, ils essaient de lutter malgré tout contre le phénomène qui s'appelle YouTube, contre Netflix, contre tout ce qui est Amazon Prime Video. Donc tout ce qui est en train de complètement défoncer la télévision. Et il y a des chaînes, quelles qu'elles soient, qui à un moment donné, plutôt que de segmenter, moi je diffuse que ma propre chaîne, je diffuse les chaînes des autres. Ça permet aux autres de vivre ou de survivre parce que les chaînes en question sont payées par la pub. Donc quand Canal+ diffuse des chaînes de TF1, il ne fait pas payer pour diffuser TF1, il dit juste à un moment donné, je diffuse TF1 avec TF1 avec sa pub, donc la pub de TF1, enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire. Et plutôt que de dire, bah non, on fait un pot commun, on essaie de se resserrer les coudes pour lutter contre cette nouvelle concurrence que sont Netflix, etc. Et ben les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils se défoncent entre eux. Ce qui fait, je pense qu'il fait plaisir à Netflix, qui fait plaisir à Amazon Prime Video, ce qui fait plaisir à YouTube, parce que ça va aller beaucoup plus vite pour les racheter, les défoncer et dire merci, rentre chez toi. Voilà. Analyse à 2 balles peut-être, mais analyse du soir, du moment. Elle vaut ce qu'elle vaut. Allez, je vais enchaîner. Ouais. J'assume. Je vais enchaîner sur nos petits boîtiers qui sont à la maison et qui nous permettent de diffuser peut-être Netflix ou du contenu vidéo qu'on a en local sur nos disques durs. Je vais parler évidemment de la Xiaomi Mi Box. La Xiaomi Mi Box était un petit boîtier télé qui se connecte à la télé sur HDMI et qui permet de faire à peu près tout ce qu'on veut avec la télé, depuis un téléphone, une tablette ou pourquoi pas un NAS. Il faut savoir que jusqu'à présent, Xiaomi ne proposait son propre système d'exploitation pour lancer ce boîtier. Ils avaient fait une tentative d'incorporer Android dans sa version 6, mais c'est Nougat. Donc c'était une tentative mais abortée parce qu'ils n'étaient pas allés plus loin. Mais sauf que là, ça y est, ils viennent de pousser une nouvelle mise à jour directement en Android numéro 8, la fameuse Oreo. En fait, ils suivent de très peu Nvidia Shield, qui le propose déjà depuis quelques semaines, et donc carrément les possesseurs de la TV, de la box TV, passeront directement de la version propre à Xiaomi vers la version 8 ou de Android 6 vers directement la version 8. Alors par contre, la question que je me pose et que je n'ai pas eu dans la news, s'agit-il d'une version officielle supportée par Google? Apparemment, puisque en fait cette version je continue te permettra en fait d'utiliser le Google Assistant. Vous savez, le OK Google. Exactement. Raconte-moi une blague. Une blague? C'est parti. Pourquoi certains poissons vivent-ils en eau salée? Parce que l'eau poivrée les fait éternuer. Ouais, donc voilà, vous êtes bien content de passer en Oreo 8 avec avec votre Google Xiaomi qui ne sert strictement à rien, donc avec le Google Assistant. Donc plus sérieusement, ça permet plein de choses. Donc ça permet le picture in picture, c'est en gros, vous regardez une chaîne et ça permet d'avoir affiché dans un coin, en bas à droite, en bas à gauche, etc. la chaîne suivante ou une autre chaîne que vous voulez regarder pour ne pas rater le début. J'ai pas rêvé, t'as dit en bas ou à gauche? Hein? T'as dit en bas, en haut, à gauche? Oui, en bas ou en haut ou à droite ou à gauche. En haut, oui. D'accord, ok. Oui, vous avez compris, c'est dynamique, ça bouge. Ou au milieu, enfin bref. Donc le picture in picture, ça permettrait également... J'ai encore perdu ma news, ça permettrait également quoi? Du HDR, donc c'est la qualité en fait d'image. Bon, en fait, concrètement, François, comment on fait pour avoir cette mise à jour? C'est vraiment... Je faisais référence à François Sorel, pardon. Ouais.
Bon, à quoi ça... Non, avant ça, tu as parlé de cette box, et peut-être que les gens ne savent pas à quoi ça sert. En fait, cette petite box, c'est des petits boîtiers que vous branchez sur votre télé, qui vous permettent d'avoir un système qui est basé sur Android, et qui vous permettent d'avoir accès à Netflix, à Molotov, à des vidéos, de vos photos, etc. que vous avez sur votre téléphone, pour peu que vous soyez sur Android. C'est plus ou moins l'équivalent de ce qu'on a sur l'Apple TV. Ces box, aujourd'hui, ces petites box que vous devez acheter, effectivement, que vous ne louez pas, donc valent pour un Xiaomi Mi Box aux alentours de 50-60 € en France, selon les sites et selon les imports. Sur une Apple TV, c'est plutôt 140-150 €. Mais viennent totalement supplanter les box télé que vous pouvez avoir avec votre SFR, votre Orange, votre Free ou quoi que ce soit. Voilà. Et en plus, c'est à vous. Et quel que soit votre opérateur, vous avez toujours la main sur vos données. Fin de la parenthèse par rapport à ça, mais c'est une news que je voulais faire aussi, donc tu me l'as reprise. Mais j'ai pas de souci avec ça parce que je suis beau joueur. Vous savez pas ce qu'il me fait hors antenne après, hein. Il m'en met plein la tête. Mais pourquoi t'as pris cette news? C'est pas possible, je voulais la traiter. Non. Je suis beau joueur, moi. J'accepte la différence. Donc, si vous êtes intéressé par ce type de contenu, si vous avez un téléphone Android, ne vous prenez pas la tête avec différents formats. Allez chercher la Xiaomi, donc Xiaomi Mi Box. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus du voyage. Voilà. Testé et approuvé. Non, absolument pas testé et approuvé, mais je l'ai même conseillé à mes parents ce week-end qui cherchaient une application Molotov pour mettre sur leur télé. Aujourd'hui, Molotov, on le trouve sur des tablettes, sur des téléphones. Ils me disent, j'aurais bien Molotov sur ma télé. Je dis, t'embête pas. J'aurais fait une démonstration avec l'Apple TV, mais l'Apple TV est beaucoup plus cher. Puis c'est pas leur environnement. C'est pas tellement de prix, c'est pas leur environnement. Ils sont sur Android. Bon, ceci étant dit, à moi de faire ma petite news. On a parlé de... Qu'est-ce qu'on a parlé? De vidéos. On a évoqué notamment Amazon Prime Vidéo. Donc Amazon, toujours Amazon. Tu l'as dit, tu en as parlé déjà, Alexa? Non, j'en ai pas parlé. Oui, c'était sur l'enregistrement d'avant. Oui, c'était l'enregistrement qu'on a fait il y a 3 heures. C'est ça. Donc Amazon, en fait, Amazon en France a lancé ces fameuses enceintes connectées, différents formats, différents prix. Différentes déclinaisons que sont Alexa Echo. Je vérifie parce que c'est bon, j'ai désactivé le micro pour que ça s'allume. Hey Alexa. Exactement. Et donc vous avez des applications qui existent aussi bien sur iOS ou que sur Android pour pouvoir paramétrer votre enceinte Amazon Alexa avec les différentes skills, les différents programmes extérieurs qui vont pouvoir s'intégrer dedans. Une fois que je vous ai dit ça, quelle est la nouveauté du jour? C'est qu'en fait, la version iOS qui va donc sur iPhone et iPad intègre désormais le pilotage par la voix. Donc vous n'êtes plus obligé, vous n'êtes plus obligé. Vous pouvez très bien piloter avoir l'expérience Alexa, je vais y arriver, sans acheter d'enceinte connectée Amazon. Donc vous lancez. Comment on va faire Tu installes l'application qui est gratuite. Ouais. Tu lances l'application et vocalement tu demandes plein de choses que tu pourras retrouver sur ton enceinte connectée. Concrètement, ils sont en train de faire un Google Assistant. Ouais, sauf que Google Assistant sur Amazon, tu dis OK Google, où que tu sois, il s'ouvre. Donc ne remerciez pas ceux qui ont un Google et qui m'écoutent. Si t'as un iPhone, tu dis Siri. Ne remerciez pas notamment Gontran parce que je sais que ça marche à chaque fois. Ça ouvre l'assistant et vous le contrôlez. Appelle Gaëtan. Où que vous soyez. Par contre, pour Alexa, si vous êtes sur Amazon, pour l'instant, elle n'est pas disponible sur Android, mais je pense que ça va vite arriver. Donc, si vous êtes sur iOS, si vous dites Alexa à votre iPhone, il se passera rien. Vous êtes obligé d'aller dans l'application, lancer l'application pour faire la commande vocale. Donc, c'est très restrictif. Vous pouvez, somme toute, tester, avant d'acheter votre enceinte, en fait, l'intérêt que je vois par rapport à ça, c'est tester les différentes fonctionnalités que vous n'avez pas sur Google Assistant ou sur Siri. Vous dites, je vais tester, voir ce que m'apporte de plus Alexa avec le Echo. Et bien, sans l'acheter, vous pouvez tester directement sur l'application. Ce qui est pas mal, même si c'est pas les plus intuitifs après dans l'usage de tous les jours. C'est clair. J'ai Google Assistant, c'est pas pour ça qu'il m'a fait acheter une enceinte Google. Moi, j'ai un iPhone. Toi, t'as fait l'inverse. Moi, j'achète tout, moi. Par contre, j'ai pas acheté le HomePod. Oh, tiens, c'est bizarre. Bah ouais, c'est comme ça. C'est parce que t'es pas un fan d'Apple, c'est pour ça. Je le savais. Non, c'est qu'à un moment donné, faut pas... Enfin bon, ouais. Faut pas déconner. Next.
Next. Facebook va s'adresser à vos enfants. Vous savez, ceux qui ont moins de 13 ans, qui normalement n'ont pas le droit d'utiliser des applications Facebook, entre autres. Attends, je te coupe, Cédric. T'as pas dit la dernière fois que les enfants n'utilisaient plus Facebook, c'était un truc de vieux? Justement, je vais y arriver. Justement, je vais y arriver. Il suit, c'est bien. Je pense qu'il doit regarder les replays pour être vraiment au courant. Qu'est-ce qui se passe? En fait, depuis quand? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais on en est où là? On fait quoi? Depuis décembre 2017, Facebook présente aux États-Unis Facebook Messenger Kids, qui s'adresse donc aux enfants de moins de 13 ans. En fait, il s'agit d'une application beaucoup plus légère qui ne propose que de la conférence audio, du partage de gifs animés ou d'effets animés ou des emojis. Oui, quelques filtres photos. C'est tout. Il n'y a pas de fil de discussion et Facebook s'engage à ne pas proposer de la publicité liée à la conversation de ses enfants. Également, Facebook s'engage à ne pas croiser les données avec les données des parents. Enfin, s'engage, on sait très bien jusqu'à où. Voilà. Bon. On est d'accord là-dessus. Bon. Très bien. Là, ils sont en train de déployer cette application au Canada et les Canadiens commencent également à avoir des inquiétudes, notamment... Tabernacle. Ah oui, Tabernacle. J'ai la caméra qui veut pas ce soir. Donc, concrètement, les familles commencent... la troisième fois. Les familles commencent... il enregistre. Les familles commencent à s'interroger sur le fait que les enfants vont passer beaucoup plus de temps sur les tablettes, que les enfants vont être encore sur des réseaux sociaux. Et en plus, les pédiatres s'en mêlent. Ils disent, de toute façon, le cerveau de ces enfants ne sont pas faits pour se confronter à des réseaux sociaux. Mais n'importe quoi. Bon, mais Facebook, en fait, a une idée là-dessus. En effet, dans le précédent numéro, dans le précédent numéro, on a dit que Facebook, c'était pour les vieux. Et Facebook veut attirer les futures générations. Ah, Facebook, c'est le Marc Dutroux des réseaux sociaux. Pardon, excusez-moi, je m'égare. Oui, tu t'égares un peu trop vite là. Mais oui, tu attires pas les mouches avec du vinaigre. Donc forcément, si tu veux attirer les jeunes générations, il faut les attirer au plus jeune âge. De toute façon, ces enfants utilisent les réseaux sociaux. Ils utilisent YouTube, ils utilisent peut-être Instagram. Donc forcément, Facebook ne veut pas louper le coche. Et l'avis des pédiatres ou des spécialistes, ils s'en foutent un peu et ils avancent. Donc Facebook, en fait, applique la méthode des fast-food. Ah, raconte-moi. Un fast-food aujourd'hui comme McDo et consorts, comme on est en Burger Tech, qu'est-ce qu'ils font? Ils font venir les enfants. Viens voir mon beau jouet. Enfin, j'ai des beaux jouets avec des belles licences. T'es dégoûtant là. Non. Je sais c'était. Donc je fais une licence, je sais pas moi, Pokémon, je fais des trucs comme ça, les gamins ils arrivent. Super, j'ai un jeu Pokémon. Pendant que j'ai mon jeu Pokémon, je mange mes frites, mon burger. Pour venir, l'enfant de 4, 5, 6 ans, il va pas venir tout seul au McDo. Il va venir avec ses parents. Son grand frère, sa grande sœur. C'est vrai. Donc il fait venir en fait la famille. Donc la famille est obligée de manger au McDo pour faire plaisir à l'enfant qui veut son jouet. Un jouet de merde produit par les Chinois. Enfin, que je dis pas les Chinois. C'est pas péjoratif, mais bon, un jouet qui vaut pas grand chose. Mais en fait, c'est juste cette licence ou cette attraction du moment qui donne envie. Et une fois que t'as fait ça, ton enfant de 4-5 ans prend habitude à manger régulièrement au McDo. Et après, quand il grandit, il va reproduire ça. Et il va dire à ses enfants et à ses amis, McDo, c'est bien. Et c'est un peu ce que va faire Facebook par rapport à ce que tu viens d'expliquer. D'accord. Et ce que je vous dis, c'est pas du bullshit, c'est une réalité. Oh, mais je te crois si tu le dis. Et ça marche pas qu'avec McDo. Comment ça, t'es pas maqué avec McDo? Je suis sûr que ça te rapporte des points, tout ça. Absolument pas. On va faire la même chose, on va faire un Burger Tech Kids. Oh putain, c'est toi qui fais la sorcière. Non, justement, faut pas leur faire peur. Toi, tu fais la licorne. Non, tu fais bisounours. On a dit qu'on devait pas les faire peur. On a dit pas le physique. Bon, allez, next. Ça dérape, next. Je vais rester sur Amazon. Précédente news, je parlais d'Amazon avec l'Alexa puis l'Echo. Enfin, ce qui est d'ailleurs la même chose. En fait, il y a une société aux États-Unis
qui s'appelle Brand Finance. Brand Finance, c'est quoi? C'est une société qui évalue aussi bien la partie financière d'une société que sa partie marque. Brand, c'est marque. Marque, attraction et visibilité ou attractivité. Enfin, donc là-dedans, ça englobe pas mal de choses et qui fait une sorte de classement entre l'attraction d'une marque, et surtout, il repart encore. Donc si vous regardez la vidéo, sachez que là, il vient de partir encore. Je parle et puis il se casse. Donc entre l'attraction d'une marque et son modèle financier. Donc il mélange les deux et il vous donne un classement, alors qui ne lui appartient qu'à lui, effectivement, mais qui est quand même assez intéressant parce que dans le modèle capitaliste, une marque, en fait, c'est surtout du marketing. Donc je vends un peu enfin pas du vent, mais il y a une partie rêve, donc d'immatériel, et puis il y a une partie financière où à un moment donné, il faut que ça rapporte et que ça crache. Que ce soit rentable. Pardon, je m'égare. Tu lances ta caméra? Bon, je pense qu'il n'y aura pas de vidéo ce soir. Bon, il n'y aura pas de vidéo. Putain. On enregistre 3 fois pour ça. Donc, qu'est-ce que je vous raconte de plus? Donc, cette marque-là fait des classements de sociétés les plus profitables et les plus marketables, si je peux dire ce mot-là. Et quelle est la société numéro 1 qui arrive en tête du monde? Mon cher Cédric, qui n'a pas écouté la news. C'est Amazon. Si. C'est Amazon. Ah bah oui, tu me l'as dit dans le titre en plus. Ouais. Donc Amazon est devant. Et derrière, c'est Apple et Google. Donc Amazon, en fait, le fait que Amazon est lancé, donc Amazon, aujourd'hui, si je parle d'Amazon, vous parlez de quoi? Vous parlez de vente sur Internet, sauf qu'Amazon a également de la musique, Amazon a son assistant, Amazon a de la vidéo, Amazon a de Twitch, Amazon a du stockage en ligne, Amazon peut partager vos photos, Amazon ça, fait qu'ils sont beaucoup plus... Les liseuses, Prime... Liseuse aussi, t'as raison, ouais. Et Prime, ouais. Et t'as vu le nouveau service Amazon, celui qui va deviner ton futur achat, ils vont te livrer à l'avance. Si par contre tu vois un service Amazon qui permet de calibrer ta caméra pour pas que ça se coupe quand on enregistre, ça m'arrangerait. Bon bref, en fait Amazon est tellement en train de se diversifie beaucoup plus que ne le sont Google et Apple. Donc en termes de valorisation, où ils sont quand même tous des valorisations qui sont colossales. Donc Amazon passe devant pour l'instant. Et pendant ce temps-là, si vous n'avez pas la vidéo, vous n'aurez pas la vidéo ce soir. Donc Cédric vient de faire tomber son micro. Et pendant que je parle, il essaye de le refixer. Donc je dois meubler comme un gentil collègue que je suis, afin de pouvoir l'aider dans cette malheureuse situation où il souffre énormément. On dirait un peu, si vous avez la scène de, si vous avez la scène de Bambi avec la maman de Bambi qui se fait tirer dessus, c'est un peu ça, mais avec le micro. Voilà. Est-ce que t'as pris la main? Toujours non, pas. T'as une autre j'enchaîne. Ouais, enchaîne, s'il te plaît. Parce que j'ai explosé le micro. Donc, une fois que j'ai parlé d'Amazon, ça vous fait une belle jambe, vous allez dire, on s'en fout. Je vais vous parler des différences entre Android et, ouvre-toi la news. La news ne s'ouvre pas. Donc là, j'ai un plantage d'applications. C'est pas grave, je vais faire ça. Donc, une différence entre les applications Android et iOS en termes économiques. Il y a, donc c'est sur Frandroid que j'ai trouvé l'article. Il y a un jeu qui s'appelle, alors si vous êtes, d'ailleurs sur iOS et sur Android, un jeu qui s'appelle Monument Valley. Donc la version 2, qui est sortie il y a un peu moins d'un an, est un jeu créatif, qui est un jeu visuel, qui est un jeu, alors c'est pas Fortnite, c'est pas le jeu de l'année en termes de 3D, mais qui permet en fait de s'évader, qui est un jeu pas click and play, comment dirais-je? Bon, c'est un jeu sympa. Bon, en gros, c'est un jeu sympa. Quand on joue à ça, on s'évade, on met un petit casque, on écoute la musique et on se balade dans un monde totalement psychédélique et on s'éclate. Sur iOS, si vous voulez acheter le jeu, ou sur Android, ça vaut 5,50€. J'arrondis, 5,50€, vous avez un jeu sur lequel vous faites plaisir. Alors c'est sûr que 5,50€ sur une application, on peut se dire, ah non, je ne paye pas une application 5,50€. Mais si vous avez une console de jeu, type PS4, type Switch, un jeu à 5,50€, ça vaut que dalle.
toujours voir un petit peu le comment dirais-je, faire le rapport entre, enfin pas le rapport, excusez-moi, j'ai un trou, et comme Le rapport qualité-prix. non, t'es revenu toi. Oui. Pour faire faut toujours le faire. Ah bah t'as un trou là, dis donc. Bon, vous achetez un jeu vidéo, quelle que Ouais. soit votre console, à un moment donné, vous dites, quel que soit votre support, vous dites à un moment donné, je paie d'un côté 5 euros, de l'autre côté, je paie 50 balles. Et dire, je paye pas 5 euros pour mon téléphone alors que je paye 50 balles pour une console, il y a un truc qui déconne. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Peut-être que je trouverai le mot pour le prochain épisode. Ce sera le Une jeu, fois le jeu qu'on s- concours. Trouvez le mot, le mot manquant. Ouais, le mot manquant chez Gaëtan, et croyez-moi, ce jeu concours peut durer très longtemps. Parce que c'est vrai, c'est quand même une caractéristique. Bon, Pas leur j'enchaîne. activité. Bon, ouais, non, je continue, je cherche mon mot, en fait, je fais un blocage dessus. Bon, bref. Et donc, Frandroid s'amusait à, enfin, le rapport entre iOS et Frandroid, entre iOS et Android, en termes de vente, le même jeu, la même qualité de jeu, le même prix. Sur iOS, le jeu a été vendu 10 fois plus qu'il ne l'est sur Android. En gros, ce que dit la news, je résume, parce que je donne pas les chiffres là-dessus, c'est qu'en fait, un jeu sur Android se vend 10 fois moins bien, ou une application se vend 10 fois moins qu'elle ne se vend sur iOS. De là à Donc dire ça que coûte, les gens sur... ça coûte plus cher sur iOS déjà. Non, et non, en même plus, prix. Même prix. Même prix. Non, je te parle, là, on est sur un jeu visuellement identique sur Android et sur iOS, qui a la même qualité de jeu, enfin la même prestation, il n'y a pas de différence, qui est sur le même prix, sauf que au bout d'un an, je te parle pas d'effet marketing sur un mois, je te parle sur un an, ben le jeu s'est vendu 10 fois plus sur iOS que sur Android, puisqu'on parle d'un moment donné, ça va te plaire, je parle de chiffres, il s'est vendu à 2 millions d'exemplaires sur iOS, et uniquement à 229 000 exemplaires sur Google Play Store. Ouais. Et d'autant plus que, j'insiste, sur iOS, je parle de jeux vendus, hein. Sur iOS, vous avez un truc qui s'appelle le iCloud Family, qui est en fait partage familial, tout simplement. J'achète un jeu. Dans ma famille, j'ai 2, 3, 4, 5, 6 utilisateurs iOS. Ils peuvent utiliser ce même jeu qu'on n'aura acheté qu'une seule fois. Donc, si je multiplie, imaginons que ces 2 millions d'exemplaires, ils sont tous en famille. En fait, ça fait 12 millions d'exemplaires vendus quelque part des utilisateurs. Bon, bref. Donc, c'est quand même assez intéressant. C'est une réflexion à avoir en se disant à un moment donné, est-ce que Android, là, je vais un peu troller, mais est-ce qu'Android n'est pas l'OS des gens qui ne veulent pas payer une application? Alors, je dis pas qu'il faille payer toutes les applications. Je dis pas qu'à un moment donné, il faut payer tout n'importe quoi, mais un jeu qualitatif ou une application qualitative, apparemment, le fait qu'elle soit sur iOS se vend mieux que sur Android. On peut se dire, oui, mais normal, un iPhone que vous vendez 1200 € avec un iPhone 10, les gens sont prêts à payer 5 ou 6 € de plus pour une application. Peut-être. Ben, bizarrement, je te rejoins sur cette analyse où j'ai constaté que les utilisateurs d'Android, c'était ceux qui voulaient mettre le moins d'argent dans leur téléphone et également le moins d'argent dans les applications. Voire, pourquoi pas les pirater. Forcément, sur iOS, c'est beaucoup plus difficile de pirater que sur Android. Donc, ouais. Alors par contre, la proportion est quand même énorme. Je pense pas qu'il faille s'arrêter sur ces chiffres pour dire que la totalité des pirates se trouve sur Android. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, en plus, t'as un parc Android mondial qui est énorme par rapport au parc iOS. Qui est beaucoup en plus, il y a aussi un autre problème avec Android, c'est que la numéro des versions d'Android, la disparité des versions d'Android font qu'un jeu ne peut pas fonctionner sur toutes les versions d'Android. Ouais, mais la version identique, une version homogène, dernière version ou les deux dernières versions d'Android versus iOS, ils sont quand même beaucoup plus présents qu'iOS. Mais le nombre d'OS, comme tu dis, à version égale, est vraiment disproportionné. Ou iOS, ou pratiquement, on va dire 90% du parc sont déjà sur la dernière version, d'iOS. Android, c'est pas le cas. Non, je suis d'accord avec toi, mais je pense pas que ce soit que cette problématique-là.
Bon, c'est intéressant. Après, faut creuser, faut réfléchir, l'histoire, c'est pas de tirer des conclusions en disant que les mecs d'Android sont des radins. Mais on peut pas trop tirer, on peut pas trop tirer. Les mecs d'iOS, c'est tous des gros riches qui payent tout comme des cons. C'est pas ça. Cracher. Mais c'est quand même, le différentiel m'a surpris. C'est surtout le différentiel qui m'a surpris. C'est énorme. Enfin, 10 fois plus. Ils vendent 10 fois plus sur iOS pour un OS qui est beaucoup. J'ai plus les chiffres, mais qui sont beaucoup moins présents que Android. C'est vrai. Ouais. Bon. Ok. Alors, je vais vous parler d'un réseau social qui compte beaucoup d'utilisateurs. Qui compte 5 millions d'utilisateurs. Ces 5 millions d'utilisateurs sont essentiellement des entreprises. Enfin, un grand nombre sont des entreprises, des administrations. L'avantage de ce réseau social, c'est que les utilisateurs de chaque entreprise peuvent dialoguer avec d'autres utilisateurs d'autres entreprises. Slack. Ce sont aussi des espaces de travail. Ouais, c'est ça, c'est Slack. Ouais. Et oui. Je connaissais pas, je suis cherché. Et le 27 juin, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ça a été la panne. Ça a été la panne. Non, ça a été la panne pendant 2 heures. Non, pendant 2 heures. En fait, entre 15h et 17h, le site n'était plus du tout accessible pour les utilisateurs des États-Unis, du Brésil, des Pays-Bas, de l'Allemagne et de la France. À tous ceux qui ont été éliminés du mondial, en fait. Exactement. Donc, juste au moment, lors du... Exactement, lors de la rencontre du match de foot, tout s'est arrêté. Non, après, on sait pas ce qui s'est passé. Bon, bref, c'est revenu à 17h, Slack ne s'est pas exprimé sur la panne, et puis voilà. Et puis voilà. Non, on pourrait tirer des conclusions hâtives en disant il faut jamais centraliser les données. Jamais. Et puis voilà. Jamais. Et puis voilà. Et puis Jala. Non, pas et puis Java, et puis Jala, et puis voilà. Allez, next. Et il y a un truc que j'ai pas fait depuis un petit moment, c'est les voitures. Ah, Vroom en vrac. Pardon? Vroom en vrac. Ah, Vroom en vrac, oui. Articule parce que je comprends pas tout. Bon. C'est les 8 bits qui font ça. Là, c'est ça, ouais. Si je te parle de voiture autonome ou de voiture électrique, tu me dis... Enfin, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me réponds? Musk, Tesla. Non, c'est pas ça la question, putain. Google. C'est la question que je vais te poser. Non, si je te dis, est-ce que dans ta rue, dans ton quartier, dans ta ville, est-ce que tu vois des voitures électriques régulièrement? Alors, électrique, oui, essentiellement Zoé. Mais pas autonome. Ouais. Est-ce que tu vois des Tesla de temps en temps? Non, très rarement. Ah. Région parisienne, on en voit pas mal. Si je te dis voiture autonome, t'en vois souvent ou pas? En tout cas, j'en vois pas en fonctionnement. Enfin, je m'en suis pas aperçu parce que je suis concentré sur la route, pas sur les autres utilisateurs. Si je te dis qu'en France, les voitures autonomes sont déjà en place, t'y crois pas? Je sais qu'il y a eu des tests, mais dans des circuits fermés. Par contre, après sur la route standard, je sais pas. Non, route standard. Ouais, non, je pense pas pour l'instant. Eh bien, en fait, sache que news suivante. Non, je plaisante. Donc en fait, il y a des voitures qui sont en expérimentation, des voitures autonomes qui sont en expérimentation à Rouen. Et en fait, l'idée c'est que alors c'est des Zoé, donc tu avais raison sur la partie de la voiture électrique. L'idée c'est que les personnes puissent utiliser ces voitures autonomes pour monter dedans et se déplacer à la place d'un bus. Donc c'est sur des courtes distances, mais elles sont aujourd'hui à disposition. C'est dans la commune de Saint-Étienne-du-Rouvray. À tes souhaits. Merci. Et donc en fait, tu peux, les usagers peuvent commander un véhicule depuis l'un des arrêts de bus. Et grâce à une application qui s'appelle Nestor. Ça s'invente pas. Non. Ils disent voilà, je monte dans la voiture et je vais de tel point à tel point. Alors, c'est une courte distance qui est de moins de 2 km, si j'ai pas de bêtises. Et après, ils peuvent prendre le bus, prendre le métro, le tramway, etc. Mais c'est déjà en test. Donc en gros, vous appelez votre application. Hey Nestor, ramène-moi là. Viens mon grand, j'ai une voiture pour aller de ici à ici. Alors sur une distance de 2 km, c'est pas non plus... Il n'y a pas d'assez. Et donc jusqu'à 3 utilisateurs, il faut monter dedans si j'ai pas de bêtises. Par contre, derrière le volant, il y a toujours un conducteur, au cas où. Donc il touche pas le volant, mais il est là si jamais ça part en couille.
Parce que Ça me rappelle quelque chose, là. Il n'y avait pas des accidents au début de l'année? non, mais en fait, la législation aujourd'hui ne permet pas encore en France d'avoir une voiture totalement autonome. Donc, il faut quelqu'un derrière au cas où. Donc, il y a un mec qui est payé pour être là au cas où. Bon, enfin, ceci dit, s'il n'était pas payé pour faire ça au cas où, il pourrait toujours conduire la voiture. Donc, c'est une phase de test. Mais donc, c'est déjà en service sur la ville de Rouen. Et je trouve ça plutôt intéressant et étonnant. Parce qu'on peut se dire que la voiture autonome, la voiture électrique, où les gens montent dedans pour, enfin, le taxi, enfin, c'est ça, en fait, ce que je vous dis là, c'est une sorte de taxi autonome, sur une courte distance. On peut se dire, c'est pas demain la veille. Bah si, c'est des gens en place, en France, sur la ville de Rouen, c'est des tests. Mais des tests grand public. On peut s'attendre à ce que ce soit rapidement déployé. S'il n'y a pas d'accident d'ici là. À Rouen, il n'y a jamais d'accident à Rouen. Parce qu'il y a personne, c'est ça? T'es mes 10 ans, mais t'es mes 10 ans. Imagine qu'il y ait des gens de Rouen qui nous écoutent, là. Ben, ça y est, on a perdu des abonnés à cause de toi. Tu parles notamment d'un streetcaster, d'un quelqu'un qui fait des podcasts qui s'appelle The Walking Dead. Il est sur Rouen? Ah oui, il est sur Rouen. Ah, c'est pour ça que sa tête me revenait pas. Allez, next. Google Maps propose désormais une refonte de son application. Gaëtan nous en avait parlé, mais ça y est, c'est officiel. Elle a été déployée. J'ai pu la tester cet après-midi. Ah bon? Rien de nouveau, rien de nouveau. Ouais. En fait, l'interface a été simplement revue pour se baser sur le matériel, sur le thème matériel. Il faut savoir que dès que vous lancez l'application, il vous propose de suivre un chemin. Donc, il vous demande tout de suite votre destination. Alors qu'avant, quand on lançait l'application, vous aviez simplement un plan, puis c'était à vous de faire la démarche pour pouvoir faire un déplacement. Donc voilà, quelques refontes par-ci par-là, une refonte ergonomique, enfin du thème plutôt, pardon. Mais autrement, ça reste exactement le même design. Il faut savoir que Google en fait est en train de mettre à jour toutes ses applications pour être avec ce thème matériel et une police spéciale Android. Voilà. Material Design, en fait, c'est ça? Ouais, Material Design. Mais j'ai déjà fait une version Material Design il y a ça 2-3 OS. Alors, ils avaient fait ça pour... oui, c'est ça, mais pour les OS, pas pour les applis. Ah d'accord, ok. Voilà. Donc l'application est un peu plus blanche et puis qu'est-ce qu'ils disent et puis c'est la police donc qui s'appelle Product 100. Voilà. Ok. Bon, on s'en fout. Bah écoute, on va rester sur Google. C'est une news que j'ai depuis maintenant 3 ou 4 émissions que j'ai toujours pas placée. que tu repoussais. J'ai, elle peut servir au cas où. Donc, vu que tu me fais la transition, je le garde. Google Traduction. Donc Google Traduction, je connais tu connais ça. Bah ouais, oui, c'est un service qui te permet de dire ce que tu veux et de traduire dans la langue que tu veux. Mais la problématique jusqu'à maintenant, c'est que c'était uniquement en ligne. Il te fallait une connexion data pour pouvoir utiliser cette... Pas nécessairement, non. On pouvait le faire aussi offline. Il téléchargeait une bibliothèque. Ah pardon, c'est une news qui date. Pardon, excuse-moi. Bon, depuis le 13 juin. 13 juin, ça fait combien de temps? Donc depuis 15 jours. Donc Google Traduction et l'intelligence artificielle, votre anglais sera moins pourri même sans connexion. D'accord. En gros, pour faire simple, c'est pas tellement la traduction qui est offline, c'est plus l'intelligence artificielle qui est également intégrée dans cette partie traduction. C'est juste pour dire cookie, biscuit, ok, pas de problème, parapluie, umbrella, y a pas de souci. Mais après, quand il faut aller un petit peu plus loin en disant, mais dis-moi, mon cher Cédric, hey, my dear Cédric, quel est le dernier numéro BurgerTech? What is the last number of BurgerTech? Le dernier numéro de BurgerTech est le numéro 30. Et the 20, non, comment on dit, 40, bref. Bon, l'anglais et moi, on a fait 3. Et grâce à ça, maintenant, vous avez donc l'intelligence artificielle qui vient s'immiscer dans le bordel pour que ce soit beaucoup plus efficace, tout en étant offline. Et le offline ne fonctionnait avant qu'uniquement sur des traductions de mot à mot. Ou du moins des phrases très simples. Donc vous êtes dans un pays, vous téléchargez au préalablement votre Google Translate et en gros ça vous pèsera dans votre téléphone, votre smartphone uniquement 45 mégas grand max pour avoir une traduction au top pour demander où vous pouvez trouver, je ne dirai pas la phrase, à Prague. Voilà, ça c'est fait.
T'as été emmerdé? Oh. Quoi? Allez, dernière news pour moi. La NASA détaille son plan anti-astéroïdes. Eh oui, ça y est, la NASA, donc l'agence spatiale américaine, a récemment dévoilé son plan d'action dans le cas où un astéroïde viendrait à se mettre sur le chemin de la Terre et donc à se présenter comme une menace potentielle. Jusqu'à présent, ce soir. Jusqu'à présent, c'était des films comme Armageddon et d'autres navets de ce genre. Oh non, Armageddon était joli. Certains autres, beaucoup moins. Par contre, là, la NASA s'y penche sérieusement et donc développe des systèmes d'identification et de détection basés sur les observations de télescopes terrestres et spatiaux. Donc, ils ont créé un nouvel organisme baptisé Damien qui centralise l'ensemble des travaux réalisés par différentes agences fédérales afin de coordonner toutes les actions en cas d'attaque de projectiles. Par contre, les scénarios envisagés se feraient au fur et à mesure que les attaques se préciseraient. Et qui décide des attaques? Pas du scénario? Bombe nucléaire, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'on a pu voir dans les scénarios? Qui décide? C'est la NASA. Qui décide? La NASA, oui, la NASA, les nazes. Donc le gouvernement américain. Oui, les nazes. C'est donc Donald. Les deux nazes. Donald Naz. Joe la moumoute. Très bien. Bah écoute, c'est une bonne année. Bon, je surenchérai pas sur cette news-là. Allez, next. Bah non, c'est tout. C'est tout? Bon. Ah, c'est tout. Ouais, ça a été laborieux ce soir. Ça a été très laborieux. Entre la vidéo qui a fait n'importe quoi, l'enregistreur qui a fait n'importe quoi. Enfin, j'ai l'impression de me répéter. Qui a fait n'importe quoi. J'ai l'impression de me répéter à tous les numéros. En plus, on a eu l'Assemblée Générale. Donc, en fait, pour tout vous dire, on a commencé l'enregistrement. Il était 23h30. L'Assemblée Générale. C'était con, on est que deux. C'est quand même une Assemblée Générale. Ouais. On a invité tout le monde. Bon, il y en a un qui a présenté ses excuses. On vous remercie pour votre fidélité. Ça y est, j'arrive plus à parler. On vous remercie donc pour votre fidélité. On va aller se reposer là, je crois. C'est vraiment, il faut vraiment qu'on y aille. Merci à tous. Et puis, Gaëtan, à la prochaine. À la prochaine. Vous pouvez nous trouver sur le compte Twitter BurgerTech_FR. Sur iTunes pour mettre des étoiles ou des commentaires. Non, des étoiles et des commentaires. Oh, bien. Podmust pour mettre des upvotes. Ouais, et puis pas YouTube parce qu'apparemment il n'y a pas de vidéo ce soir. Je vais essayer de bricoler un truc. Bon, et si vous êtes sur YouTube et vous voyez cette vidéo, un petit commentaire, non pas pour nous faire plaisir, pour dire ce que vous en pensez, même pour nous dire vous êtes des gros débiles, c'est pas grave, ça nous fait plaisir. Surtout avec les news comme Pornhub, je pense que je vais mettre une belle image. Allez, ça fait avant de ça. Bye, merci, à bientôt. À bientôt, bye bye, à la prochaine. Et n'oubliez pas, demain il va falloir se lever. Bye. BurgerTech est également sur Twitter, @BurgerTech_FR. Et n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux favoris.